Quand deux savants de domaines très différents se rencontrent, un dialogue fructueux, unique et éclairant peut s'établir. C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons invité Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, et Umberto Eco, sémiologue, spécialiste du Moyen-Âge et romancier. Placés face à face, ils sont entrés en discussion pour nous et pour le très nombreux public présent dans notre studio, comme nous allons l'entendre. Rarement nous sommes témoins de tels dialogues. C'est une chance extrême pour nous que ces deux grands savants aient accepté de répondre à notre invitation en novembre 86. Au moment où le monde change, où nous manquons cruellement de repères pour nous situer, il n'est pas inutile de nous pencher avec Prigogine et Eco sur l'univers, sur le rôle du temps et du hasard dans l'origine du monde et dans l'évolution des systèmes et des signes. Cette cassette a été réalisée par Jean-Fred Bourquin, Ruth Sheps et Louisa Nazarieff pour Espace 2. On avait décidé de consacrer la soirée à un jeu de questions et réponses, mais après, on a découvert que bien que tout le monde ici soit prêt à célébrer le désordre, il faut quand même donner des lignes de travail pour empêcher aux gens de déposer des questions pas scientifiques qui concernent par exemple des romans ou des films. Ce n'est pas un problème qui nous concerne ce soir. Et alors on a décidé de faire chacun un petit résumé. On ne sait pas exactement si de notre expérience d'aujourd'hui ou de notre vie en général. Au moins pour ce qui me concerne, pour Prigogine, ce sera un petit résumé de l'univers qui est son argument préféré, qui est le sujet préféré. Je réfléchissais aujourd'hui pourquoi une rencontre avec Ilya Prigogine était intéressant pour moi, et peu à peu je redécouvrais une obsession. Bon, on a bavardé ce soir en dînant. Je raconte une anecdote. Je racontais à Prigogine que mon maître, lorsque j'étais jeune, me disait: mais tu sais mon vieux, tout le monde naît avec une seule idée, et pendant toute sa vie on répète cette idée. Et je dis qu'il était réactionnaire. À la fin de ma vie, genre un étage assez avancé de ma vie, dans un rendez-vous avec mon vieux maître, je lui ai dit: eh bien, vous aviez raison, vous n'étiez pas réactionnaire, c'est vrai. Et maintenant, je me suis aperçu que pendant toute ma vie, j'ai développé seulement une idée. Il m'a demandé laquelle, et je dis: mon problème, je n'ai pas encore compris laquelle, mais j'y suis. Prigogine a insisté: non, vous devez savoir laquelle. Et je dis: oui, probablement, si le monde existe ou non. C'est une idée pas mal pour y passer une vie. En effet, la formulation est un petit peu dramatique. Le problème, c'est pas de savoir si le monde existe ou non, mais s'il a une forme préalable à nos prédications sur le monde. Alors, je me suis aperçu que je commençais mes intérêts d'esthétique sur le Moyen-Âge. Je me trouvais dans une situation confortable en étudiant l'esthétique du Moyen-Âge, une époque où, selon que les gens pensent, on savait quelle était la forme du monde. Je n'étais pas sûr, mais en tout cas. Mais en même temps que j'ai travaillé sur le Moyen-Âge, et bien plus tard, on en parlera, j'ai découvert que le Moyen-Âge avait des doutes sur la forme du monde. Je lisais Joyce, qui était un type qui, étant né d'une méditation sur l'esthétique du Moyen-Âge, il étudiait chez les Jésuites, on le sait, il étudiait l'esthétique de saint Thomas, nous a restitué un monde qui a l'air de ne pas avoir une forme définitive, et d'écrire des livres for an ideal reader affected by an ideal insomnia, donc un monde qui serait fait d'une façon infinie. Et je suis souvenu que j'avais posé un exergue à la première édition de mon livre sur l'œuvre ouverte, les vers de Apollinaire sous la double querelle de l'ordre et de l'aventure. Donc mon problème était de voir comment on produit des œuvres qui, tout en étant une œuvre, donc douée de certaines assises d'organisation et d'ordre,
contenait ou contient en germe un principe, voilà des termes qui concernent mon rencontre avec Prigogine aujourd'hui, un principe d'instabilité, une perturbation, qui n'est pas une perturbation qui vient de l'extérieur, et une perturbation provoquée par l'œuvre, qui fait partie de la forme de l'œuvre. Après, je suis tombé dans la sémiotique. Je me suis rencontré avec cet autre grand maître qui était Roman Jakobson, qui nous disait qu'une œuvre d'art est douée, oui, d'un côté autoréflexif. On est toujours amené à voir comme elle est faite. Donc il y a là quelque chose à voir, à analyser. Mais dans ce mouvement d'autoréflexivité, on découvre dans le message poétique une ambiguïté. Donc encore une fois, une instabilité, une perturbation. Une ambiguïté à l'égard de quoi? Bon, si la sémiologie aux années 60, peut-être même aux années 70, s'est occupée beaucoup des lois, de codes, de systèmes de règles qui régissent la possibilité même de communiquer, je voudrais dire que dans les derniers 20 ans, elle a déplacé, il ne s'agit pas d'un changement, mais d'un déplacement d'optique, son attention pas sur les lois, mais sur la façon où les contextes, le mouvement, soit de l'interprétation, soit de la production des signes, mettent en cause ces lois, qui était l'idée, qui était déjà là dans la notion jacobsonienne de message ambigu. Et si aujourd'hui on parle tellement de pragmatique, de contexte, etc., c'est parce que nous avons compris que dans la dynamique de la signification et de la communication, il y a une dialectique entre les règles et un mouvement continuel de production de quelque chose qui constitue un défi à l'égard de règles. On parle, sauf lorsqu'on envoie des télégrammes très redondants et très précis du type « j'arriverai demain, mardi », etc., etc., on parle en mettant en question les règles. Je fais de l'autobiographie, évidemment. Et mes dernières études sont revenues au Moyen-Âge. Et mes derniers travaux ont concerné une structure qui, pendant des milliers d'années, a été très soulageante, qui s'appelle arbre de Porphyre. Que Porphyre, le Phénicien, au IIe siècle de notre ère, a attribué à Aristote, qui était bien plus calé que ça, et qui voudrait donner une image du monde, de la définissabilité du monde à travers un système de disjonction binaire par lesquels d'une racine l'arbre se déroule et se développe, mais on a toujours la possibilité des nœuds inférieurs de l'arbre par des lois logiques indiscutables, par implication ou implicitation, comme vous voulez, de remonter toujours au sommet de l'arbre. Telle était l'image du monde et de sa définissabilité qui, apparemment, a régi toutes les théories sémiotiques du Moyen-Âge. Mon travail sur l'arbre de Porphyre consistait à démontrer que, bon, je ne peux pas résumer ici des discussions très longues, mais qu'il y a dans cet arbre pas seulement une hiérarchie binaire des genres et d'espèces, mais un élément qui s'appelle la différence spécifique. Sans la différence spécifique, l'homme est un animal, espèce, genre, mais rationnel et mortel, différence. Sans la différence spécifique, on ne peut pas rendre le monde compréhensible. Mais comme on introduit la différence spécifique dans l'arbre, je ne peux pas le démontrer ce soir, l'arbre se dissout. Il ne peut plus être binaire. Parce que la différence spécifique se reproduit de façon nouvelle à tous les nœuds. Et donc chaque nœud se dissout dans sa binarité, dans une espèce d'explosion rhizomatique et labyrinthique de possibilités. Mon intérêt a été dû au fait, pas au fait que j'ai découvert que la différence spécifique
met l'arbre en crise. Mais au fait que tout le monde dans le Moyen-Âge s'en est aperçu. De Boèce, Abélard, à saint Thomas, il y a les textes. Pour une somme raisonnable, je vous le montrerai. C'est-à-dire, j'ai les documents. Je peux vous vendre les documents secrets qui vous démontrent que ce monsieur-là, il le savait. Et ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit parce que s'ils disaient tout ce qu'ils pensaient, enfin, ils l'ont dit, mais ils l'ont dit dans la note, ils l'ont dit entre parenthèses. S'il le disait et s'il mettait en crise la logique de l'arbre, il mettait peut-être en crise la logique d'un monde ordonné et défini une fois par toutes. Mais ils ont compris que la différence spécifique, c'était un élément d'instabilité, de perturbation qui changeait la forme du monde. Alors vous voyez qu'avec des intérêts de ce type, je ne pouvais que être toujours, du début, fasciné, intéressé par la démarche d'Ilia Prigogine, et je ne pouvais que être excité par la rencontre d'aujourd'hui. Et maintenant, je crois que je peux laisser la parole, pas seulement la langue, mais l'activité perturbatrice et perturbative de la parole à Ilia Prigogine. Mais c'est bien, Umberto. Mais au fond, c'est donc une rencontre extrêmement intéressante pour moi, mais je me rends compte que ma connaissance de l'œuvre multiple d'Umberto Eco est très superficielle et que, au fond, il y a comme ça quelques points de recouvrement, mais à côté de ces points de recouvrement, il y a tout un continent, n'est-ce pas, que je ne connais que mal. Alors, je voudrais seulement dire deux des régions de recouvrement, disons. Eh bien, et pour cela, je dois nécessairement parler du nom de la rose. Je m'en excuse auprès d'Umberto, à qui on a tellement parlé du nom de la rose que je crois qu'il est impossible de faire des commentaires originaux à ce sujet. Mais le nom de la rose m'a passionné. Et le nom de la rose m'a passionné comme description d'une période qui a quand même préparé la rationalité scientifique. La rationalité scientifique a suivi. Nous sommes là au XIVe siècle, et bientôt ce sera la Renaissance, et bientôt donc Galilée, Descartes, Newton. La science va sortir de la raison, vont sortir de ces confrontations qu'on voit déjà si clairement décrit dans la trame et dans les situations souvent vraiment dramatiques donc du nom de la rose. Alors cela m'a évidemment fort intéressé parce que on y voit déjà l'opposition entre une conception qui voudrait se reporter aux origines, à la pureté, aux textes initiaux, à la révélation, et d'un autre côté la tendance qui veut parler de l'avenir de l'homme, parler à travers, je crois, de Baskerville, n'est-ce pas, de ce qu'un jour la science sera une matérialisation, au fond, de la rationalité divine. Et quand on lit tout cela, on est frappé de voir quelle énorme influence, au fond, ces idées ont eu sur la formulation de la science moderne. Parce que, après tout, que d'analogie entre ces discussions que vous lisez dans Le nom de la rose et les fameuses lettres échangées entre deux géants de la pensée scientifique européenne qui sont Leibniz et Clark parlant pour Newton. Parce qu'enfin, il s'agit des mêmes problèmes. Leibniz invoque au fond l'omniscience de Dieu pour dire que la création devait être parfaite depuis le début et que, en tout cas pour un être, disons, du type de Dieu, et la science même récente est encore remplie de démons de Maxwell, démons, n'est-ce pas, de Laplace, le Dieu invoqué par Einstein et par bien d'autres. Et bien donc, cette idée d'omniscience qui domine la pensée de Leibniz, et par contre, la pensée de Newton semble être dominée
par le fait que la science n'est pas achevée, l'univers n'est pas achevé, la nature continue à travailler, peut-être à travers Dieu. Curieusement, ce que nous appelons aujourd'hui le newtonianisme, c'est plutôt la théorie de Leibniz. Ce n'est pas la théorie de Newton. Si Newton pouvait revenir aujourd'hui parmi nous, il serait très mécontent de voir ce glissement de signification entre le Newton historique et le Newton, au fond, de carte postale, que sa doctrine est tout à fait différente, n'est-ce pas? Alors, donc, on voit déjà cette opposition. Et en somme, c'est la victoire de Leibniz, c'est la victoire de l'idée d'une omniscience, d'une idée d'un univers transparent, d'un univers qu'on peut atteindre complètement, décrire complètement. Et en somme, c'est cette idée qui nécessairement est attachée à un univers statique. Parce qu'une fois que l'univers est qu'une connaissance analogue à une omniscience est possible, évidemment tout est donné, tout est donné. C'est le déterminisme scientifique, c'est le fait qu'une fois que j'ai les conditions initiales, je peux prédire tout l'univers. Il n'y a que des difficultés techniques. Il faut beaucoup de données ou des données suffisamment précises, mais ce n'est plus qu'une question de technique, de réalisation. Mais en principe, c'est un univers soumis à un univers intemporel, un univers dans lequel rien ne commence et rien ne finit, dans lequel il n'y a pas d'œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art commence et se termine, et dans lequel le temps nous sépare au fond de la nature. Et vous voyez alors que là, et c'est un second point de rencontre avec Umberto Eco, c'est qu'il y a quel est alors l'événement important qui est venu modifier cette idée? Quel est au fond, on pourrait presque dire, le point de rupture? Eh bien, on voit très bien ce point de rupture dans l'œuvre qui nous intéresse tous les deux, de Peirce, de Charles Peirce, dont l'œuvre est à la fois une œuvre de sémiologie et aussi une œuvre de métaphysique. Moi, je suis surtout intéressé par la partie, disons, idée générale, cosmologie. Eh bien, Peirce est influencé par Darwin. Et il pense qu'une fois qu'il y a l'idée de l'évolution qui devient fondamentale dans le domaine de la biologie, il faut la transposer à l'univers tout entier. Donc, il faut abandonner l'idée d'un univers statique, il faut abandonner l'idée d'un univers tout fait et introduire des idées nouvelles de probabilité, de bifurcation, et c'est ce que Peirce appelle le tichisme. Eh bien, au fond, nous pouvons aujourd'hui dire que l'histoire du XIXe siècle qui a donc préparé cela se continue aujourd'hui au XXe siècle par le fait que non seulement la biologie est de fait évolutive, mais même la matière est évolutive. L'univers, nous y reviendrons peut-être dans la discussion, n'est-ce pas, a une histoire évolutive très complexe, très passionnante, et dont on commence seulement à déchiffrer les éléments les plus intéressants. Alors, en somme, dans cette perspective, eh bien, quel a été, puisque Umberto Eco a parlé de son chemin, je voulais dire quelques mots de mon chemin. Et effectivement, je suis d'accord avec son maître quand il a dit qu'on a une seule idée. Eh bien, moi, je n'ai eu qu'une seule idée. Eh bien, c'est l'idée qui m'a toujours passionné, c'est en somme, comment le temps se situe-t-il dans la nature? Que le temps existe pour nous, il n'y a pas de doute. Mais comment se situe-t-il dans le monde extérieur? C'est au fond déjà une question qu'Aristote s'est posée. Je n'ai pas le temps de faire évidemment l'historique de cela. Et c'est comme cela que j'étais intéressé et passionné par un sujet assez obscur qui est la thermodynamique de non-équilibre. Quand je me suis intéressé à ces questions de non-linéarité, d'écart à l'équilibre, personne ne s'y intéressait et ça paraissait un sujet vraiment peu prometteur. Et instinctivement, je me suis orienté
à ce sujet, parce que, maintenant je comprends mieux la situation, c'est parce qu'au fond, l'univers du non-équilibre, qui est aussi l'univers du non-linéaire, nous donne pour la première fois les caractéristiques que Peirce souhaitait pour pouvoir parler d'un univers évolutif. Et quelles sont ces caractéristiques? Mais il faut nécessairement qu'on puisse parler de probabilité. Il faut que tout ne soit pas donné. Et en thermodynamique de non-équilibre, ou dans les systèmes dynamiques non linéaires, dissipatifs, c'est plein de bifurcations, où il y a le choix de solutions, etc. Et bien là, évidemment, un élément probabiliste intervient nécessairement. Alors, il faut qu'on puisse parler d'irréversibilité. Mais tous ces systèmes sont des systèmes dissipatifs. Le fameux exemple de l'instabilité de Bénard, quand on chauffe un liquide par en dessous, eh bien, on crée des structures. Ben, c'est parce qu'on chauffe, on dissipe de l'énergie, on crée de l'ordre et du désordre en même temps. C'est peut-être une chose sur laquelle on pourra revenir dans la discussion. L'ordre et le désordre sont indissolublement liés. Pour créer une molécule de DNA, il faut détruire d'autres molécules. Et probablement, pour créer les protons, eh bien, il fallait créer un tas de waste products, n'est-ce pas? Que ce soit les photons ou autre chose, peu importe. Mais en tout cas, l'ordre et le désordre se créent en même temps. Et enfin, il faut des phénomènes de cohérence. Des phénomènes de cohérence qui permettent à un énorme nombre d'unités de créer ensemble la structure. Et ces exemples de cohérence, vous les trouvez dans le Bénard, puisqu'il y a les phénomènes de convection mettant ensemble un très grand nombre de particules dans la réaction oscillante, l'horloge chimique. Et aujourd'hui, il y a un tas d'exemples. Je pourrais consacrer évidemment 1 heure à vous donner des exemples de phénomènes cohérents de non-équilibre. Donc, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que l'univers autour de nous, l'univers physique, chimique, est un univers qui contient ces éléments fondamentaux de l'univers évolutif. Probabilité, irréversibilité, cohérence. Et cela va tellement loin qu'on peut dire qu'actuellement, les idées sur l'ordre et le désordre, sur le rôle de l'instabilité, dont parlait Umberto il y a 1 minute, eh bien, sont entièrement bouleversées. Classiquement, l'ordre, c'était l'équilibre, et le désordre, c'était le non-équilibre. Aujourd'hui, on voit plutôt que l'équilibre peut toujours être décrit d'une manière, je dirais, incohérente, mais et on peut le vérifier, des expériences très récentes aux ordinateurs le montrent mieux que n'importe quoi, que les expériences physiques pour le moment. Dès qu'un système devient un système de non-équilibre, il y a des corrélations à portée énorme qui s'établissent. Si je chauffais cette table d'un côté et la refroidissais de l'autre, eh bien, cette molécule-là deviendrait cohérente avec la molécule qui est là-bas. N'est-ce pas? La distance n'a aucune importance, il y a des corrélations à portée aussi grandes que vous voulez qui s'établissent. Alors, que sont à côté de ça les pauvres forces intermoléculaires qui ne sont que de dimension moléculaire de l'ordre d'Angström. Donc, l'univers devient cohérent par le non-équilibre. Eh bien, au fond, c'est la partie que j'ai explorée pendant de nombreuses années. Et quelle est alors ma préoccupation pour le moment? Eh bien, la préoccupation naturelle qui vient, après être convaincu de l'importance des éléments que je viens d'évoquer, quel est l'univers qui peut soutenir une telle cohérence? Quel est l'univers qui peut soutenir l'irréversible, le probabiliste et le cohérent? N'importe quel univers ne peut pas le faire. Si vous aviez un univers formé de trajectoires périodiques, eh bien, évidemment qu'un tel univers serait un univers fermé sur lui-même, intemporel, incohérent à certains points de vue, ni irréversible, ni probabiliste. Donc, quelles sont les structures microscopiques, quelles sont les structures classiques, quantiques, relativistes, qui peuvent soutenir un univers tel que la thermodynamique nous le montre? Donc, vous voyez, au lieu de considérer le macroscopique comme au fond quelque chose d'approché, comme quelque chose de relativement peu important, je considère au fond cela comme mon point de départ. Et en cela, j'ai d'illustres prédécesseurs
bien entendu, n'est-ce pas? Puisqu'au fond, c'était le chemin qu'avait suivi Bergson et avant lui Descartes, puisqu'ils partaient tous les deux, n'est-ce pas, de ce qu'ils observaient eux-mêmes, sur eux-mêmes, c'est-à-dire de la créativité de la pensée, par exemple, du passage du désordre à l'ordre dans la pensée humaine. Et de là, ils voulaient constituer une cosmologie. Mais ils ne pouvaient pas le faire, parce que, à ce moment-là, il devait nécessairement aboutir à une dualité. Aujourd'hui, on a plus de chances de le faire parce qu'on voit ces éléments effectivement présents. On ne devra plus distinguer entre le res cogitans et l'extension, comme Descartes. On ne devra plus distinguer entre intuition et intelligence, entre durée et temps. Toutes ces distinctions fort artificielles, qui ont fait l'échec d'ailleurs de ces tentatives, ne sont plus nécessairement des éléments négatifs. Enfin, on peut espérer dépasser ces éléments. Donc, il faut voir maintenant la notion de loi de la nature dans cette perspective d'irréversibilité, de probabilité et de cohérence. Et c'est là-dessus, au fond, que porte mon effort depuis quelques années. Mais je ne voudrais pas prendre trop de temps, sinon ça deviendra une conférence, et ce n'est pas l'objet. Donc, je vais m'arrêter là et répondre plutôt à des questions. À propos du hasard, à propos du rôle que l'un et l'autre vous attribuez au hasard dans la structuration des systèmes. Tout d'abord, on peut voir à travers tous vos travaux que nous vivons bien dans une époque où le désordre, où le hasard est réhabilité. On le voit à travers les œuvres ouvertes dont nous parle Umberto Eco, qu'il s'agisse de musique aléatoire, de sculptures mobiles, de tableaux informels, etc. On le voit bien sûr dans les processus d'ordre par fluctuation auxquels s'intéresse Ilya Prigogine, pour qui alors le désordre et le chaos sont au fond des moyens que la nature emploie pour conduire des systèmes vers de nouvelles formes de vie. Alors maintenant, j'ai glané comme ça dans quelques travaux d'Umberto Eco quelques citations où il est question du hasard et qui nous permettront peut-être de comparer la manière dont Eco et Prigogine voient le hasard, justement. Dans Le nom de la rose, je m'excuse d'y revenir encore, vous faites dire à William de Baskerville, tout à la fin, « Non incommotione dominus », n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se trouver dans la confusion. Si on cherche Dieu dans la confusion, on ne le trouvera pas. C'est-à-dire, autrement dit, que le désordre et le chaos n'ont pas de sens. Première chose. Par ailleurs, dans l'œuvre ouverte, vous consacrez un long chapitre à une analyse des poétiques de James Joyce et vous repérez, je cite, « Au sein même du chaos, une espèce d'ordre qui n'a plus rien d'une grille formelle, qui est l'ordre de notre être au monde, qui correspond à notre insertion dans la trame des événements, à notre manière d'être dans la nature, d'être la nature. » Et dans un autre chapitre de l'œuvre ouverte également, intitulé « Ouverture, information, communication », on peut lire ceci. La tendance au désordre qui caractérise de manière positive la poétique de l'ouverture doit être une tendance au désordre dominé, à la possibilité comprise dans un champ, à la liberté surveillée par des germes d'activité formatrice. Et ça m'a rappelé un entretien que j'avais eu avec Ilya Prigogine il y a quelques années, où il m'avait dit notamment, qui dit aléatoire dit aussi que nous ne pouvons pas dominer la nature, ni prédire entièrement le cours des choses. Alors voilà. Peut-on, doit-on dominer le hasard? Un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Alors, premier, je ne peux pas répondre à votre question sur la phrase de Guillaume de Baskerville parce que ce n'est pas moi que je l'ai dit. C'est Guillaume de Baskerville, la beauté d'un roman, et c'est qu'on n'est pas responsable de ce que ce personnage dise. D'ailleurs, il s'agit d'une citation biblique ou quelque chose comme ça, et si je me souviens bien, Guillaume la prononce pour sortir pour éviter une autre question qui l'embarrasse. Donc, vous voyez, on a toujours une citation de la Bible qu'on peut employer lorsqu'on ne veut pas répondre à une question. Si cette phrase avait été dite par moi, mais elle était dite par Guillaume qui la cite de la Bible, alors il faudrait la mettre d'accord avec l'autre. Mais puisque
Hein, si j'invente un personnage qui dit zut alors, ça ne signifie pas que ma cosmologie est une cosmologie du zut. Quant au texte de l'œuvre ouverte, c'était des pages écrites entre 58 et 62. Et j'étais alors sous l'influence en parlant des poétiques contemporaines, du rôle donné par beaucoup d'artistes contemporains au moment du hasard. Alors, il ne s'agissait pas tellement d'un hasard comme principe cosmologique ou de hasard de Monod, hein, mais d'un hasard planifié par les artistes. Aujourd'hui, ce thème est devenu moins important. Et je voudrais dire que le problème du hasard a moins d'importance dans les études que je fais maintenant sur les règles et les stratégies du langage, sinon comme faux hasard. Le faux hasard inventé, feinte par un artiste pour représenter l'idée philosophique ou scientifique de hasard. Mais en tant qu'il ait une représentation, ce n'est pas un hasard, c'est un plan, c'est un projet. Donc, au contraire, je pense que Prigogine pourrait dire quelque chose de plus intéressant sur la notion forte de hasard. Si aujourd'hui, j'aurais à réfléchir sur les hasards, j'irais l'enserrer au sein de tout mouvement d'interprétation. Interprétation d'un texte. Il y a évidemment une dialectique dans l'interprétation entre ce qui est le texte en général, texte verbal, texte visuel, texte, et, disons, notre perspective, notre monde. Et on procède en lisant un texte par des pertinentisations. Je travaillais dans une maison d'édition pendant des années. Et je corrigeais les traductions. Et je me suis rendu compte que lorsque je trouvais une faute dans une ligne, je la corrigeais. Lorsque je réalisais le manuscrit une semaine après, il y avait très clairement une faute dans la deuxième ligne. C'est-à-dire mon mouvement d'attention était sinusoïdal. Si je prêtais attention à la ligne numéro 1, je me reposais sur la ligne numéro 2 et comme ça. Et comme je refaisais la correction, je voyais que si je trouvais faute dans la ligne 1, 3, 4, après, je ne relevais pas de faute dans le 5, 6, 7. J'avais fait même une théorie combien de relectures d'individus différents il fallait faire, de façon qu'un complexe de sinusoïdes donnait quelque chose de très solide comme une tâche noire. C'est la raison par laquelle toute traduction ne marche pas. Alors, même d'un point de vue psychologique, lorsqu'on lit, on laisse tomber l'œil sur quelque chose et ce n'est jamais toujours le même point. Alors, même dans un mouvement d'interprétation, nous savons que lire, dans le sens plus vaste du terme, un texte signifie avant tout se poser la question de quoi parle-t-il, de ce qu'on appelle le topic, quel est le sujet. Et parfois, un texte change radicalement selon qu'on le croit la réponse à une certaine question ou la réponse à une autre question. Et le même texte peut paraître comme la réponse à des questions différentes. Et dans un texte, il y a le sous-texte et le sous-sous-texte qui, de nouveau, peuvent être interprétés comme réponse à une question. Décider quelle est la question signifie décider la modalité de lecture. Orienter et donc fixer des pertinences de mon procès d'interprétation. Dans ce texte, ce qui est important pour moi à ce moment est ça, et ça, et ça, et ça. Je fais récemment l'expérience sur mon texte, de la façon où les autres l'ont lu, et j'ai vu combien ces focalisations sont dues au hasard, parfois. C'est un hasard du point de vue objectif. Probablement du point de vue subjectif, il y a là de pulsions. Mais toute lecture, bien qu'il y ait un projet, bien qu'il y ait une culture, bien qu'il y ait une hypothèse consciente, dépend aussi de certains rythmes
avec lesquels on laisse tomber l'attention sur quelque chose. C'est notre fortune. Autrement, nous ne pourrions pas relire un livre, revoir un tableau, parce qu'il serait toujours le même, il donnerait toujours la même information. Chaque fois, au contraire. Donc, ces choix sont déterminés par des motivations culturelles, mais parfois par le hasard. Alors, je voudrais étudier aujourd'hui ce type d'hasard, qui n'est pas nécessairement un hasard subjectif, qui n'est pas objectif, c'est une distribution des tensions sur une surface textuelle et qui peut expliquer le pourquoi et le comment des lectures d'interprétations différentes, même voilà tous les thèmes de l'esthétique de la réception ou de l'herméneutique, comment dans l'histoire, un texte de chant, et comment la structure du texte existe-t-elle et s'oppose à ce jeu de l'amour et du hasard. Mais ce n'est pas l'hasard cosmique et cosmologique dont pourrait nous parler Ilia. Mais Umberto vient de vous parler du hasard à propos, au fond, d'un niveau déjà de complexité considérable, l'œuvre d'art. Je voulais vous dire quelques mots du hasard au niveau le plus simple accessible, au niveau le plus fondamental accessible. Or, il s'agit là vraiment d'une question fondamentale, parce que la question est de savoir si le hasard est un manque de connaissances ou au contraire un rôle actif et l'expression d'une structure. Et la tradition voulait évidemment que le hasard soit un manque de connaissances. Alors, je ne vais pas m'orienter du côté de la mécanique quantique parce que cela demanderait plus de technicité, mais je voudrais prendre l'exemple le plus simple qui soit le jet d'une pièce de monnaie. La pièce de monnaie a deux possibilités. Je constate que si je la jette un grand nombre de fois, de manière à ce qu'il y ait un élément aléatoire, bien sûr, j'ai la même chance de tomber sur pile ou face. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je sais bien que la pièce de monnaie obéit aux lois déterministes de la mécanique. Alors, qu'est-ce que le hasard vient faire là-dedans? Est-ce que le hasard est fondamental? Ou est-ce que le hasard vient de ce que je ne connais pas, les conditions initiales, j'ai fait des erreurs, et ainsi de suite? Eh bien, on peut préciser la question. Je peux imaginer que je contrôle de mieux en mieux mes conditions initiales, la position de la pièce et le moment de rotation le moment angulaire que je vais lui donner. Alors, deux cas peuvent se produire. Si je contrôle suffisamment bien, je peux trouver un intervalle où je suis sûr qu'elle va tomber pile. Un autre intervalle où je suis sûr qu'elle va tomber de l'autre côté. Alors, c'est un phénomène déterministe et ce que j'appelais hasard est dû à ma méconnaissance des conditions initiales. Mais imaginons qu'il y ait des systèmes dynamiques où chaque condition initiale qui conduit d'un côté est entourée de conditions qui conduisent vers l'autre. Un peu comme des nombres rationnels sont entourés de nombres irrationnels et les nombres irrationnels de nombres rationnels. Alors, quelle que soit la précision, aussi grande que je veux, ça n'a aucune importance. 1 million de digits, 10 millions, 5, 10, ça ne change rien. Eh bien, quelle que soit alors l'expérience, je n'aurai jamais que la loi de probabilité 0,5, 0,5. Donc, vous voyez que ou bien c'est un effet de manque de connaissance, ou bien c'est une expression d'une structure dynamique particulière. Eh bien, actuellement, l'idée c'est que c'est l'expression d'une structure dynamique particulière parce que le développement des dernières années, au fond, depuis Kolmogorov 1954, nous a donné des tas d'exemples de systèmes aussi instables que cela, c'est-à-dire dans lesquels chaque condition initiale qui va d'un côté est entourée de conditions initiales qui vont vers l'autre. Donc, un monde dans lequel il y a le hasard n'est pas un monde dans lequel nous ignorons quelque chose, mais au contraire dans lequel le fait que le hasard soit une loi que nous observons nous enseigne quelque chose sur la structure dynamique de l'univers. Le hasard n'est pas un manque de connaissance, n'est pas l'expression d'une déficience,
mais c'est l'expression d'un aspect fondamental, presque ontologique, de la structure de l'univers, et bien entendu rattaché très fortement aux questions dont je parlais tantôt du temps, n'est-ce pas, comme élément fondamental. Car enfin, effectivement, les deux questions, les deux sujets que poursuit Umberto et moi sont effectivement liés. Qu'est-ce que ça signifie? Le monde existe-t-il? Une des manières d'interpréter cette question, c'est avant tout, le monde est quand même avant tout une expérience temporelle. Et dès lors, la question peut aussi se reformuler, le temps existe-t-il? Et le temps existe-t-il est évidemment lié de nouveau aux questions de probabilité, de bifurcation. Dans un monde où tout serait donné une fois pour toutes, le temps n'existerait pas. La notion et la notion d'existence n'auraient en tout cas pas le même sens qu'elle a pour nous aujourd'hui. Parce qu'une existence intemporelle est quelque chose concevable, logiquement, qui n'est pas contradictoire, mais ce n'est certainement pas le monde dans lequel nous nous trouvons. Donc, en quelque manière, je dirais, j'ajouterais à la question d'Umberto, eh bien, probablement, si l'univers existe, c'est parce que le temps existe. Et j'irai même plus loin, peut-être que nous pourrons le discuter un peu plus tard, que le temps précède l'existence. Quelle est la structure, la structuration, la fonction et le sens du temps dans un système ouvert pour vous? Est-ce que le temps est une dimension? Quelle est sa relation par rapport à l'espace? Est-ce qu'éventuellement il est une illusion? En ce qui concerne le temps, eh bien, je crois que la réalité du temps, c'est la réalité de l'évolution des choses. C'est le fait que nous pouvons voir se transformer les choses, que nous pouvons voir apparaître des structures, que nous pouvons donc voir vraiment comment le non-équilibre, comment le fait que nous écartons un système par son couplage avec le monde extérieur de sa position d'équilibre, lui donne de nouvelles possibilités. Quand vous parlez du temps et de l'espace, alors bien entendu, il y a une relation très importante entre le temps et l'espace. Mais c'est une relation plus complexe encore que celle qui avait été prévue ou décrite par la relativité. Dans la relativité, le temps se mesure finalement, est isomorphe à l'espace dans un certain sens, parce qu'il y a la vitesse de la lumière qui est une constante universelle. Donc dans ces conditions, il y a une dimension appelée temps, mais cette dimension n'a pas de direction, n'a pas d'irréversibilité. Il n'y a pas de lien entre la relativité, telle qu'elle est d'habitude présentée, et la direction du temps. Pour qu'il y ait cette direction du temps, pour qu'il y ait donc un temps lié à la thermodynamique, il faut des conditions beaucoup plus particulières. Et c'est pour ça que j'ai posé tantôt la question, expliqué la question qui m'intéressait, quel est l'univers qui soutient le temps? Quel est l'univers qui rend l'évolution possible? Et je vous ai au fond déjà un tout petit peu expliqué ça en parlant des systèmes instables. Eh bien, les systèmes instables peuvent soutenir le temps parce que dans les systèmes instables, nous avons déjà une symétrie brisée. Parce que dans les systèmes instables, et là je dois utiliser quelques mots de jargon scientifique, il y a ce qu'on appelle des fibres contractantes, des fibres dilatantes, et alors on ne peut jamais se donner des points, on peut seulement se donner des petites régions, et ces régions finissent par envahir tout le système et se comporter comme une chaîne de Markov, comme un système irréversible. Donc, il y a des conditions supplémentaires. La physique de Newton, la physique d'Einstein ne contenait pas le temps en tant qu'irréversibilité. Et c'est une des questions les plus intéressantes et les plus d'actualité que de voir apparaître le temps à l'intérieur des structures classiques par une classification des systèmes dynamiques. L'idée que c'est nous qui créons l'irréversibilité par nos mesures me paraît de toute manière, je dirais, extrêmement
presque extravagante, parce que c'est attribué à l'homme une espèce d'omnipuissance qui le met je dirais, à part, un peu comme dans la science classique dont on parlait tantôt. Il y avait le triangle, la rationalité garantie par Dieu, il y avait la nature passive et soumise, et l'homme entre les deux. Eh bien, ici, l'homme faisait presque un acte de démiurge en créant le temps par son activité. Eh bien, ça, c'est évidemment quelque chose difficilement acceptable et que je crois être un phénomène transitoire, si je peux dire. Quel est finalement le prix de l'existence? Vous savez qu'aujourd'hui, la cosmologie est une des sciences les plus à la mode. Et une des choses que vous trouvez dans beaucoup de livres de cosmologie, il en paraît un toutes les 2 semaines, c'est que l'univers est un free lunch. Un free lunch, un déjeuner qu'on donne pour rien. Pourquoi un free lunch? Parce que il y a cette idée que l'univers s'est constitué sans dépense d'énergie. Mais où est alors la différence? Mais je crois qu'on peut affirmer, par analogie avec tout le reste, que la différence est l'entropie. Entre to be or not to be, ou le prix de l'existence, eh bien le prix de l'existence, c'est l'entropie. C'est la création d'un désordre suffisant pour qu'à l'intérieur de ce désordre, créer des formes, se crée l'œuvre d'art, se crée finalement la vie. Donc la vie n'est pas une lutte contre les lois de la nature, c'est l'expression des lois de la nature. L'œuvre d'art n'est pas une lutte contre un principe général de physique, mais c'est au contraire, peut-on peut-être dire, l'expression de ce principe. Et c'est comme ça qu'on peut inverser les formulations classiques. Vous savez la fameuse phrase de Freud qui disait que la science est l'histoire d'aliénation. Parce que, n'est-ce pas, Kepler a montré, que nous ne sommes pas au centre de l'univers, Darwin a montré que nous sommes des animaux comme les autres, et lui a montré que cette fameuse conscience dont nous sommes tellement fiers, eh bien, n'est qu'un morceau infime de l'inconscient. Mais on peut aujourd'hui retourner cela, parce que si vraiment l'irréversibilité, je dirais, et l'irréversibilité et la construction liée à l'irréversibilité est l'essentiel, alors il n'y a pas de plus bel exemple que la vie, et il n'y a pas dans la vie de plus bel exemple que la civilisation humaine. C'est d'ailleurs pour cela que, tout en étant physicien, je m'intéresse à ces questions. C'est parce que les échelles de temps sont courtes. C'est difficile d'observer, je dirais, l'évolution de l'univers et même l'évolution des espèces. Mais l'évolution du monde, sur ma vie, j'ai observé déjà pas mal de phénomènes. Et j'ai observé pas mal de fluctuations, de bifurcations et de situations réussies ou de manquées. Et peut-être que ce sont finalement les mêmes lois, mais portées à un degré de sensibilité et portées à un degré de complexité qu'on ne rencontre pas ailleurs. Je pense que le temps est un phénomène cosmique. L'univers existe temporellement. Je crois à la réalité du temps. D'ailleurs, les raisons profondes pour croire à la réalité du temps, il y en a beaucoup. Et par exemple, dans l'œuvre de Popper, vous trouverez une très bonne analyse, parce qu'au fond, le réalisme, c'est finalement croire dans la réalité du temps. C'est presque, je dirais, sa définition. Alors, le temps de l'homme est une expression particulière du temps de l'univers. Mais bien entendu, cette expression particulière existe. Je n'ai pas songé le moins du monde à la nier. Ce que j'ai critiqué, c'est la conception qui se trouve dans beaucoup de livres, qui est un peu la tradition de la mécanique chaotique, c'est d'affirmer que la notion de mesure crée le temps, donc que l'activité humaine aurait un impact cosmologique, que sans l'homme, il n'y aurait pas d'irréversibilité, mais avant que l'homme n'existe, il y avait déjà quand même la radioactivité, il y avait quand même déjà la création de l'univers, il y avait déjà la création de la vie, certainement avant l'homme. Eh bien, tout ça sont des phénomènes que nous sommes obligés de classer parmi les phénomènes irréversibles. Toute la chimie est irréversible. Au fond, les notions, les situations où le temps n'agit pas sont des situations hautement idéalisées. Le pendule sans frottement, les phénomènes périodiques, les mouvements planétaires. Mais sinon, l'univers est rempli de temps. C'est très important, je crois, de comprendre
cette position du point de vue philosophique parce qu'elle entraîne un tas de questions. Donc, le temple dont parle Ilya Prigogine n'est pas le temple des horloges, qui est un temple mécanisé contre lequel on a eu la critique de Bergson. Il n'est pas le temple vécu ni de Bergson, ni de Proust, ni de Saint-Augustin, ni de la phénoménologie husserlienne, par lequel c'est les temps dans lesquels l'action se déplace. Il n'est pas même les temps de Kant, qui est une intuition pure avec l'espace, donc une condition de l'application des formes transcendantales au monde, mais qui n'appartient pas à la chose en soi. Les temps dont parle Prigogine appartiennent à la chose en soi, pour ainsi dire. Et ce qu'essaie de faire Prigogine, évidemment, pour ce que je comprends, est plus complexe, de poser le temps pas en tant que réalité empirique à découvrir, comme dans le cas de la radioactivité, mais comme condition même du passage de l'équilibre global du début aux premières formes de déséquilibre. Je voudrais dire, son temple, c'est une espèce de conditions nécessaires, logiques, pour qu'on puisse passer de l'équilibre et de la mort thermique. L'entropie, pour lui, est au début, pas à la fin. Le mal n'est pas un résultat accidental en face de Dieu, mais fait partie de l'essence même de Dieu. Je vois, si on voudrait traduire la cosmologie de Prigogine dans une théologie ou dans une théogonie, le temple est le monde mal ou de bien qui est déjà à l'intérieur de cette immobilité globale et de cet équilibre global qui était Dieu avant le Big Bang. Le temps précédait l'existence. C'est-à-dire qu'au fond, pour que l'univers se crée, il fallait déjà l'idée d'instabilité à partir d'un autre état. Et cet autre état, évidemment, devait déjà avoir une certaine orientation temporelle. Et d'ailleurs, on revient, si on veut pousser vraiment ces choses, à l'idée que, un peu à une combinaison, et là j'anticipe un petit peu, c'est des questions qu'on peut discuter, je ne vais pas l'annoncer comme un fait, mais comme une possibilité, à une espèce de synthèse entre les Big Bang et une théorie qui avait été proposée il y a une quarantaine d'années, abandonnée depuis, qui est la théorie du steady state, de la création continue. Mais il y avait création, mais pas continue. Il n'y a pas un état stationnaire, mais au début, près du Big Bang, il y avait cette création en masse, et cette création peut se répéter. La science ne s'occupe jamais que de phénomènes collectifs, de phénomènes qui peuvent se répéter. Et alors peut-être, l'univers serait-il plutôt semblable à une espèce de réaction chimique oscillante ou explosive qui explose à un certain moment, puis c'est calme, et puis c'est de nouveau une explosion, et chaque fois avec d'autres effets et d'autres univers. Ce qui fait qu'au fond, on transcende à la fois l'idée de temps, d'irréversibilité et d'éternité. On a parlé aujourd'hui de la pluralité de mondes. De pluralité des mondes. J'aimerais demander à nos deux invités de conclure en quelques mots. Monsieur Prigogine. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de faire une conclusion. Je crois que plutôt la discussion conduit à des conclusions évidentes. Je voudrais insister sur le fait que nous sommes au début du savoir. Première chose, au début du savoir. Parce que nous sommes à une nouvelle période des sciences, et dans sa perspective de cette nouvelle période, on est au début du savoir. Pourquoi une nouvelle période des sciences? C'est parce qu'au fond, tout le deuxième tiers de ce siècle est rempli de découvertes incroyables. Qui aurait pensé que les particules élémentaires étaient complexes et instables? Qui aurait cru à l'univers évolutif? Qui aurait pensé qu'il y a ces structures cohérentes de non-équilibre? Donc, il faut comprendre tout cela. Mais curieusement, cette compréhension aboutit d'une manière ou d'une autre, sur l'inquiétude du temps. Mais l'inquiétude du temps est aussi un phénomène culturel, parce que nous vivons des périodes de très rapides changements. Nous vivons, si vous voulez, une période d'une instabilité qui vit une instabilité incroyable, n'est-ce pas? Puisque les grandes révolutions dont on parle tous les jours dans la presse, la révolution informatique, la révolution de l'énergie, la révolution biotechnologique,
est le fait de quelques centaines d'hommes qui ont vécu il y a une quarantaine d'années et dont j'ai eu le privilège de rencontrer probablement la moitié. Eh bien, c'est l'œuvre de ces hommes, il y a 30-40 ans, est actuellement, au fond, à la base d'une transformation totale de la société. Il n'y a pas eu de mouvement, ni Bouddha, ni le Christ, ni n'importe quel mouvement religieux qui a eu un tel coefficient d'amplification, d'autocatalyse en quelque manière. Alors, donc nous vivons le changement, nous vivons le temps. Pendant que la science découvre le temps, nous vivons le temps. Et nous vivons la nécessité aussi de tenir compte de ce changement pour réorganiser, restructurer, donc au fond penser à une science plus planétaire. Et alors c'est ce rapprochement entre les préoccupations indépendantes, bien entendu, des sémiologues, des scientifiques, des sociologues, des économistes, mais quand même finalement tout axé d'une manière ou d'une autre sur le mécanisme du changement que nous vivons finalement, que se dessine une période nouvelle. Et c'est comme ça que je reste convaincu, quoiqu'évidemment une affirmation de ce genre est purement conjecturale, parce qu'il faut le recul des générations, mais je suis convaincu que notre période est une période aussi importante que la période, disons, des Ioniens, ou la période de la Renaissance, ou la période du XVIIe siècle. C'est une vision nouvelle de l'univers qui peu à peu s'installe, est encore en gestation en partie, mais enfin dont nous commençons à voir les contours et qui aussi rend un dialogue comme celui que nous avons aujourd'hui possible, dialogue qui aurait été impossible il y a encore quelques dizaines d'années, parce que contraire au sérieux des professions, le sérieux des professions exigeant le sérieux et la limitation des connaissances et évitant je dirais, des contacts entre des domaines différents. Eh bien, ces barrières, dans une certaine mesure, sont, disons, moins fortes aujourd'hui. Non, il me paraît une conclusion suffisante. Quant à moi, ce soir, je n'ai pas exposé un dessin théorique, j'ai eu l'impression d'être très rhapsodique. Alors, on peut faire la conclusion d'une symphonie, mais pas d'une suite. On a commencé avec prélude, allemande, courante, sarabande, menuet et une gigue sur la pluralité du monde, et je crois que ça suffit. Il n'y a pas de